Et salut à tous. Aujourd'hui, on va aborder un thème un petit peu différent. Ça va être pas un thème technique, ça va être plutôt être un petit coup de gueule à propos de PayPal et ça va intéresser quasiment uniquement, je pense, les personnes qui font du bug bounty. Donc, en fait, on va parler un petit peu autour de PayPal, les frais complexes, cachés, élevés dans le cadre de transactions internationales et de conversion de devises. Donc, en gros, quand on va être payé pour récupérer l'argent de notre prime et qu'il y a des plateformes qui laissent le choix de comment sera réglée la facture. Donc, juste en introduction, il y a tout un environnement avec plein de plateformes. Donc, on va retrouver évidemment des plateformes françaises comme Yes ou Yogosha, où on ne va pas trop se poser de questions. À mon avis, on va être payé en euros. Dans les plateformes qui font partie de l'Union européenne, ou en tout cas de la ZEE, la zone économique européenne. On va être payé du coup en euros, comme sur les plateformes Integrity en Belgique ou Zerocopter aux Pays-Bas. Après, on va retrouver un peu toutes les plateformes américaines, Buckroad, HackerOne, etc., où on va être évidemment payé en dollars, et les plateformes asiatiques, euh, ou, euh, ou qui peuvent être à Singapour, au Japon, en Malaisie, peu importe. Du coup, elles vont soit payer dans leur monnaie locale, soit payer en dollars parce que c'est la monnaie internationale. Donc notre problématique ne sera pas la même, mais si on veut résumer, en gros, sur les plateformes qui sont géographiquement en Europe, on va être payé en euros et ailleurs dans le monde, on va être payé probablement en dollars. Et petite page de pub au passage, sur le ROSEC Cybersecurity Inventory, dans la partie ressources, il y a une catégorie avec une liste beaucoup plus exhaustive de toutes les plateformes de Bug Bounty, si ça vous intéresse. Donc là, dans cette présentation, j'ai pris un exemple qui est le suivant. Évidemment, nous, on fait du Bug Bounty en France. Donc, du coup, on a un compte PayPal qui est configuré, entre guillemets, en français, enfin, qui est un compte qui va être flagué par la plateforme comme étant un compte France sur PayPal. On va recevoir une prime en dollars qu'on va du coup vouloir à un moment donné convertir en euros. Euh, il va y avoir, là pour l'exemple, on imagine qu'on a gagné on a trouvé une vulnérabilité qui est payée 700 dollars depuis bah voilà une entreprise en Amérique ou en Asie, peu importe. Et on va vouloir récupérer notre argent, du coup, pas le laisser sur PayPal, mais le récupérer sur notre compte bancaire en euros, qui est dans la zone CEPA. Et bien sûr, on est une auto-entreprise pour respecter les législations. Donc là, vous pouvez voir mon dépôt GitHub qui s'appelle de mémoire Bug Bounty légal en France. Donc ça doit être bébé légal FR, un truc comme ça. Et donc on est obligé d'avoir une auto-entreprise et donc du coup on va sur PayPal on va rentrer dans la tarification pour les marchands, en gros pour les entreprises, pour les professionnels, et pas dans la tarification pour les particuliers quand on veut s'envoyer de l'argent entre proches ou ce genre de choses. Donc commençons avec les frais complexes. Donc là, on imagine que la plateforme de Bug Bounty, elle nous a fait un virement de 700 dollars parce qu'on a fait envoi de facture. Hop, ils ont payé par PayPal, donc ils n'ont pas payé par QR code, par carte bancaire, par autre moyen de paiement, ils ont payé voilà par PayPal. Du coup, les 700 dollars. Là, on voit quoi? Que du coup, il y a PayPal qui garde 34,53 dollars de frais. Bon, là, dit comme ça, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais ça nous paraît élevé, parce que ça l'est. Donc en gros, déjà de base, juste pour recevoir de l'argent sur PayPal quand on a un compte professionnel, même si c'était en France ou quoi que ce soit, on va se prendre un frais de 2,90% de la transaction.
euh, plus, je crois que c'est 35 centimes si c'est en euros, et là, comme c'est en dollars, c'est 30 centimes de dollars. Donc il y a une page avec toutes les tarifications qui est hyper longue et un peu complexe et un peu nébuleuse. Donc là, en gros, là, c'est ce que ça dit, c'est que coucou, ça va être de 90% plus la commission fixe, qu'est-ce que je vous ai affiché pour les devises que je vous ai affichées, vu que c'est différent pour chaque devise. En gros, il va y avoir des frais supplémentaires si c'est un virement international. Donc là, c'est ce que je vous disais. Et donc pour l'international, grosso modo, on va se manger 2%, 1,99% de frais enfin, du montant de la transaction en plus. Euh, donc en fait, si on est dans, enfin, dans la zone économique européenne, du coup, il n'y en a pas. Donc, qui est un peu équivalent à la zone CEPA. Donc en gros, si on veut simplifier géographiquement, dans les pays qui sont en Europe, quoi. Comme l'Union européenne enfin comme l'Angleterre elle est plus dans l'Union européenne, il y a des frais et dans le reste du monde, du coup 2%. Donc là qu'on reçoive des États-Unis ou du Japon ou peu importe ou de Chine, on va avoir ces 2% en plus. Après, il y a des frais cachés. Euh, Parce que en fait, là, quand on va vouloir transférer notre argent, le récupérer sur notre compte, parce on l'a reçu sur PayPal, on va vouloir transférer sur notre compte bancaire. En fait, ça affiche ouais aucun frais, aucun frais, mais en fait, il y a des frais qui sont cachés, en fait, qui sont cachés dans le taux de conversion. Donc là, par exemple, on voit, retenez bien pour la suite, qu'on a gardé un taux de conversion de 1 dollar égale 0,89 euros. Et donc où on va recevoir 594 euros. Donc retenez bien ces deux montants. Mais si on lit ce qui est marqué en petit, en gris en dessous, c'est marqué ce taux inclut nos frais de conversion de devises. Donc le taux de change là, il inclut des taux de conversion, enfin des frais de conversion de devises. Donc quand ils disent frais, aucun frais, déjà c'est factuellement faux, puisque du coup il y a des frais de conversion de devises. Mais du coup, ils jouent sur les mots, hein, où c'est pas des frais de transfert, ou c'est des frais de conversion de devise. Euh, donc là, en gros, on voit que si c'est un compte bancaire qui est local, donc j'imagine que local, ils entendent en France ou je sais pas trop, ou dans la zone, dans la ZE, euh, on n'a pas de frais. Si on prend le truc en gros lent, le transfert lent, donc c'est ce qui était sur la capture d'écran, c'était dans ce cas-là, on n'a pas de frais, et du coup c'est genre 3 jours pour avoir son virement, 2 3 jours. Mais ils garantissent rien, donc en vrai ça peut être plus, quoi. Et je sais pas, selon les législations, c'est peut-être 15 jours le maximum, ou un truc comme ça. Mais bon, voilà, 2 3 jours en moyenne. Et si on veut transfert immédiat, du coup, faut payer 1% de frais en plus. Donc évidemment, on n'est pas dans l'urgence, donc on va pas se rajouter 1% de frais à tous les frais qu'il y a déjà. Et si jamais on avait un compte aux États-Unis, pour dire comme ça on a un compte en dollars, et éviter les frais de conversion de devise, on se mangerait 3% de frais de transfert. Donc pas forcément gagnant. Là, du coup, s'il y a conversion de devise, vu qu'on reçoit des dollars et qu'on les convertit en euros, en vrai, c'est 3% de taux de change de base appliqué en plus. Donc on voit que si à un moment donné on se dit ah, un petit malin, oh on va avoir un compte aux États-Unis, comme ça on n'a pas la conversion de devise, on reçoit sur un compte en dollars, et non, parce qu'on a 3% de frais de dollars, donc dans tous les cas on paye 3%. Il y a pas d'échappatoire. Merci PayPal. Et donc là, c'est pour vous montrer le taux le même jour, au même moment, etc. Le taux qui est appliqué par Mastercard. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était 0,89, là c'est 0,92. Donc là, le taux il est beaucoup plus intéressant. Et parce qu'il n'y a pas les 3% de frais cachés qui sont appliqués dessus. Et donc c'est ce qui fait qu'à la fin, on n'aurait pas 594 euros, mais euh, on en aurait 616. Donc en gros 22 euros de plus.
Donc ça fait des frais élevés parce que là, finalement, on s'est fait sucrer 35 $ sur le frais de transaction et après on s'est fait sucrer 22 € sur les frais de conversion de devise. Et évidemment, on n'a pas payé 5 ou 10 € en plus pour avoir un paiement immédiat parce que voilà. Donc ça fait que, enfin, si on fait du grosso modo à la louche, on s'est fait sucrer 50 € sur une transaction de 700 $. Donc qui représente environ un peu plus de 600 € quoi. Donc 50 € sur 600 €, on est un peu moins de 10%, mais on est dans les, je sais pas, 8%, j'imagine de tête, un truc comme ça. Donc c'est énorme. Et donc du coup, j'ai fait le calcul. Qu'est-ce que ça fait entre les différences de transactions dans le cas où on fait un transfert bancaire? Donc là, on passe pas par PayPal. On donne son compte bancaire international et hop, ça fait un transfert de banque à banque. Évidemment, quand on est dans la zone CEPA, donc avec en gros, on va dire un peu la zone euro, les transferts d'euros, enfin de devises en euros, il n'y a pas de frais et après d'un compte CEPA à un autre, il n'y a pas de frais. Mais là, en fait, vu que nous on est dans la zone CEPA et que là on va recevoir des paiements en dehors de la zone CEPA, il y a des frais internationaux indépendamment de la devise. Donc même si c'était en euros, qu'on recevait des euros des États-Unis ou du Japon, et bah il y aurait une taxe, donc on verra plus loin, qui est de 12,50 € plus 0,1% du montant de la transaction. Et avec PayPal, eh ben, on était du coup à 35 centimes plus 2,99 plus 1,99, un truc comme ça de tête. Donc c'est la formule qui est appliquée là. Et dans la colonne de droite, on voit que ça affiche en gros quel est le plus intéressant des deux, qu'est-ce coûte le moins cher. Donc au début, quand on nous dit oui, 12,50 € de frais fixes plus 0,1%, bon, le 0,1% il fait pas peur, mais le 12,50 € il fait peur quoi. De frais fixes comparé aux frais fixes de PayPal qui est de 0,35. Sauf que effectivement, bah du coup, on voit bien que ça fait des frais qui sont énormes. J'ai pas mis le pourcentage, j'aurais pu. Euh, quand on est euh, quand on est sur des petits montants de transactions, parce que là, bon, c'est plus de 1/5 sur 50 € par exemple. Mais en fait, que très très vite, quand on va recevoir des grosses sommes, et ben en fait, ça coûtera beaucoup moins cher de payer ces 12,50 € fixes, parce que du coup, le frais relatif de 0,5, de 0,1%, et ben il est ridicule comparé au je sais pas 5%, 8%, etc. Enfin pour la transaction 5% on va dire euh, que PayPal nous prend. Et on voit qu'on arrive au point de rupture où en fait la transaction bancaire de frais de virement international au-dessus de 250 € devient plus intéressant que en fait les frais relatifs de PayPal. Et on voit bien là sur la courbe en bleu bah, que le virement en fait c'est ultra linéaire du coup pour des sommes allant de 50 à 1000 €, alors que on voit qu'on a enfin linéaire mais quasi fixe quoi, alors que là on a une augmentation linéaire du coup qui monte assez fort quand on passe par PayPal. Et donc qui est au-dessus de 150 €. En gros, faut pas passer par PayPal, quoi. Donc pour des très petits montants, bah, en gros, ce qui est le cas quand on fait des paiements entre particuliers, d'habitude, ou qu'on achète des petits objets, euh, bah, PayPal est intéressant, mais en fait, dès qu'on a des montants de plusieurs centaines d'euros ou plus, bah, faut faire du virement international, quoi. Donc là, c'est ce que je dis. Donc en gros, bah, comme solution, bah, dès qu'on dépasse 250 €, bah, vaut mieux faire un paiement international. Donc en gros, là, PayPal, c'est 5% pour la transaction, mais après, il y a les 3% pour le taux de devise. Donc 3%, c'est pas enfin forcément enfin, de frais, mais c'est en frais par rapport à Mastercard. Donc je sais pas, on va dire que je prends Mastercard comme point de référence, comme étant le taux de conversion le plus avantageux, quoi. Parce qu'on n'aura jamais le taux de conversion du marché sur une place de trading ou je sais pas quoi.
Et donc, ce qui fait que les 5% de frais de transaction de PayPal plus 3% de conversion de devises, ça fait 8%. Bah, ça fait un taux de relatif qui est énorme sur des gros montants par rapport à un frais fixe qui devient tout de suite ridicule quand on est sur des gros montants. Et forcément, en bug bounty, bah, on va être sur des paiements même pour des petites vulnes qui vont souvent être de 500 et après on va vite monter dans les 1000, 2000, 3000 et après des fois bon, des montants plus gros exceptionnellement. Et donc là, bah, clairement, les 12,50 €, ils seront assez ridicules comparés aux dizaines, centaines enfin, vous imaginez sur un paiement de 8%, sur un paiement de 10 000 dollars, euh, ça fait 800 dollars quoi. Donc c'est énorme, c'est énorme. Alors que là, on payera un peu plus que, enfin, je sais pas, dans les 15, 20 euros quoi. Donc évidemment, en gros, en dessous de 200, au-dessus de 250 euros, bah, privilégier le virement. Euh, Après, je donne pas de nom parce que je suis pas là pour faire de la pub, hein, il n'y a pas de placement de produit, donc, mais il y a tout un tas de concurrents français et non français à PayPal qui sont privilégiés dans tout un tas de régions du monde qui sont plus ou moins connus, qui eux aussi auront des frais qui sont un peu cachés, un peu opaques. Enfin même sur, j'en ai pas parlé parce que ça rentre pas vraiment dans le thème, mais par exemple sur PayPal, il y a des frais d'inactivité. Donc en fait, si vous avez fait, vous n'êtes pas connecté à votre compte et que vous n'avez pas fait de transaction au moins une fois dans l'année, bah, ils vont vous facturer, je sais plus, c'est 12 ou 20 euros. Enfin, des trucs comme ça. Il y a plein de plateformes qui font des trucs comme ça aussi, mais qui auront globalement des frais moins élevés au global que PayPal, qui je pense est un peu la plateforme de paiement comme ça, de transfert de fonds qui applique les plus gros taux de conversion. Alors qu'il y en a d'autres, ils vont mettre des frais de transaction plus faibles, moins que 5%, peut-être 1% ou 1,5%, des trucs comme ça, et qui vont prendre Mastercard pour faire la conversion de devises et qui vont pas forcément mettre des taux de conversion. Souvent, je l'ai pas dit, mais en fait, enfin, je sais pas, si vous avez un compte en euros, vous pourrez peut-être pas recevoir un virement en dollars, mais même si vous le pouviez et qui convertissait automatiquement, euh, eh bah, souvent ils vont convertir avec le taux Mastercard, les banques, en France en tout cas. Donc ça sera toujours plus avantageux. Après, il y a des banques qui facturent des taux de conversion en plus, euh, de l'ordre de 1 ou 2% ou ce genre de choses, donc faut faire attention. Après, potentiellement une astuce, c'est on va dire, bah sur mon compte, en fait, le compte PayPal, il est multi-devise, donc on pourrait se dire de garder son compte, enfin le solde en dollars. Et voilà, et du coup, bah, si un jour on a besoin de payer, bah, du coup, on paye directement avec son compte PayPal Pro en dollars. Et comme ça, on s'économise, bah, par exemple, les 3% de conversion de devise. Mais c'est chiant pour plusieurs raisons. C'est que en fait, bah, quand on va voir le prélèvement de l'URSSAF ou le prélèvement des impôts sur notre compte professionnel, bah, si on reçoit tout le temps des paiements en dollars, il sera pas provisionné. Donc ça veut dire qu'il faut qu'avec notre compte perso, on provisionne nos comptes pro pour pouvoir encaisser bah, le prélèvement de l'URSSAF et de la DGFiP euh, pour s'épargner. Donc, enfin, ça peut être un peu chiant. Et après, dans l'historique de paiement du compte professionnel, bah, il y a plein de réajustements qui vont venir complexifier le paiement des comptes et tout ça. Donc, bon, c'est un peu casse-tête. Euh, et après, là, c'est plutôt une question euh, à laquelle j'ai pas de réponse. Mais c'est que en fait, tant qu'on est payé en euros, bon bah les montants à déclarer à l'URSSAF et à la DGFiP qui attendent des montants en euros, elle est simple parce qu'on déclare ce qu'on a facturé quoi. Après, j'en profite pour faire un placement de questions. C'est que il y avait la question de est-ce que c'est avec, enfin faut est-ce qu'on fait les factures aux plateformes avec le montant, enfin les primes annoncées, est-ce qu'elles sont payées avec ou sans TVA? Donc c'est-à-dire que si c'est annoncé par exemple 1000 euros sur Yes ou Yak pour la vulne qu'on a trouvée, est-ce qu'on leur fait
une facture à 1000 euros et ils nous payent 1000 euros et nous, après, on va perdre les 20% de TVA qu'on va refiler à l'État. Ou est-ce qu'on fait une facture du coup de 1000 euros plus les 20% de TVA et donc eux ils payeront plus cher et nous on gardera entre guillemets les 1000 euros avant impôt et avant URSSAF et avant prélèvement de cotisation sociale et tout. Euh, et, euh, et du coup on refile la TVA en sus. Donc ça je sais pas. Et après là mes questions qui étaient plus dans le thème du coup c'est bah là, vu que si on va être payé un montant en dollars et que nous, on doit déclarer ce qu'on a gagné en euros, euh, bah, du coup, enfin, quel montant en euros on applique? Parce qu'il y a forcément une conversion de devise à un moment donné, etc. Donc, c'est quoi? Il y a un taux de référence d'un marché, à quel jour faut le prendre? Parce qu'en fait, est-ce qu'on prend le taux, par exemple, que PayPal il applique, le taux que si on a été payé par PayPal, ou est-ce qu'on doit prendre un taux de référence, même qui n'est pas celui avec lequel on a été payé, comme le taux de Mastercard? Euh, Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux, en fait, il varie dans le temps, à chaque instant. Donc en général, sur les plateformes, il est fixé à la journée, comme ça. Donc ça veut dire qu'on doit choisir le temps à quel moment en fait, le taux de conversion à quel moment, au moment où on a reçu le paiement, le moment où on a mis la facture, le moment où on fait sa déclaration à l'URSSAF et aux impôts, etc. Enfin, je je sais pas, ça paraît compliqué tout ça. Je sais pas, ça m'étonnerait qu'on puisse déclarer directement le montant en dollars pour pouvoir s'épargner enfin ce truc-là. Parce que de toute façon après eux ils vont nous prélever en impôts, donc ça veut dire qu'ils devraient calculer eux-mêmes une conversion de toute façon. Donc à mon avis il y a une histoire de conversion, mais comment est-elle faite? Ça je sais pas. Et puis dans le cas où par exemple on aurait gardé son solde en dollars, donc ça voudrait dire que bah, on n'a jamais converti son truc en euros. Donc en fait, on mettrait le paiement initial euh, de ce qu'on a touché de la prime en dollars sans avoir besoin de convertir en euros. euh, et auquel on appliquerait le taux de conversion directement. Mais ça voudrait dire que, en gros, nous, on pourrait jouer là-dessus. Par exemple, imaginons que c'est le jour où on a reçu le paiement pour le taux de conversion. Donc, on déclare ce taux de conversion-là. Mais en fait, on garde notre solde en dollars sur PayPal. Et je sais pas, on attend 6 mois ou un an. Et là, le taux de conversion, en fait, il a énormément évolué en notre faveur et on récupère l'argent à ce moment-là. Et donc, en fait, on aura, à transférer sur notre compte bancaire. Et donc, ça veut dire qu'en fait, on aura récupéré beaucoup plus d'argent en euros que ce qu'on aura euh, déclaré, bah, du coup, aux organismes de cotisation et tout ça. Parce que, en gros, on aura temporisé le repatriement des fonds pour jouer sur le taux de conversion, quoi. Enfin, ça me paraît lunairement compliqué cette histoire. Donc, qu'est-ce qu'on déclare? Et après, je pense que évidemment, à mon avis, là-dessus, faut pas se faire d'illusions. À mon avis, il faut déclarer le montant facturé. Donc là, par exemple, c'était de 700 dollars et après, en fonction de la conversion en euros, ce que ça donne. Et que du coup, en fait, à mon avis, on peut pas, avec une structure simple comme l'auto-entreprise classique, on peut pas retrancher ou déduire à un moment donné les frais qui nous ont été appliqués de transactions PayPal, et, de taux de conversion, de frais de conversion supplémentaires et de trucs X ou Y. Parce qu'il n'y a pas ça dans les statuts. Donc après, peut-être que si on avait des formes juridiques d'entreprises plus complexes, il y aurait moyen de déduire ça euh, des cotisations sociales et de l'impôt. Mais là, non. Donc en plus, enfin, on va être imposé, du coup, je pense, sur les frais qu'on aura payé à PayPal, quoi, parce que ça sera considéré comme étant
le fait de passer par PayPal, un service voilà, qu'on a choisi nous-mêmes délibérément d'utiliser de facilitation de transit international ou je sais pas quoi. Donc pour conclure, du coup, voilà, si vous avez le choix à chaque fois entre un virement bancaire ou un virement PayPal, bah, choisissez PayPal. Et après, si vous avez d'autres, ils proposent d'autres plateformes de paiement, bah, étudiez la question de qu'est-ce que ça donne. Parce que, en fait, bah, comme je vous donnais dans l'exemple sur un paiement de 10 000 euros, entre payer, je sais pas, un truc genre 20 euros de transaction ou payer 800 euros de transaction, enfin, la différence, elle est gigantesque, quoi. Donc, sachant que vous allez déjà payer après de l'argent que vous aurez reçu à la fin, 22,2% à l'URSSAF, et puis enfin, en fonction de votre salaire, si vous en avez un à côté, 30% dans les, dans la tranche marginale d'imposition, ou même si vous gagnez bien votre vie à temps plein en bug bounty et que vous êtes dans ces eaux-là, ou voire plus si vous gagnez plus. Enfin, vu que grosso modo, on va dire, vous allez déjà payer plus de 50% en taxes et cotisations sociales de la prime que vous aurez touchée. C'est pas la peine de se rajouter 8%, presque 10% de frais, de frais PayPal, quoi. Donc, autant essayer de minimiser ça au maximum. Donc voilà, enfin, la conclusion, c'est utilisez pas PayPal, s'il vous plaît, euh, quoi qu'il en soit, en fait.